Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va attaquer un gros poisson, la résidence principale et l'investissement en immobilier. Je vais t'expliquer est-ce que c'est rentable, pourquoi c'est pas rentable. En fait, vraiment le point de vue d'un conseiller en gestion de patrimoine, de quelqu'un qui est vraiment dans la finance depuis plusieurs années. Et donc, ça va te permettre justement d'un peu avoir un point de vue extérieur et professionnel sur ce type d'investissement-là, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues en fait dans l'investissement en immobilier comme dans l'investissement dans l'or, etc. Mais bon bref, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like et à partager la vidéo si elle te plaît autour de toi. Et puis voilà, comme ça, moi, ça fait du référencement et c'est cool. Et également, n'hésite, franchement, si jamais tu es sur cette vidéo, que t'as pas l'esprit ouvert et que tu comptes juste aller en commentaire et insulter sans apporter de vrais arguments, je suis ouvert au débat, mais il faut apporter des arguments et il faut pas juste insulter pour insulter parce que ça sert à rien, c'est juste extrêmement vide en fait comme débat. Si jamais t'apportes des arguments et de toute façon t'apportes des arguments comme ça, chacun aura de quoi aller chercher de son côté, aller fouiller et comme ça c'est très productif, mais toujours dans la bienveillance. Là ça sera parfait. Ok. Donc on va commencer. Déjà la première chose quand tu penses à l'immobilier, c'est soit t'achètes de l'immobilier pour y vivre, donc c'est soit t'achètes ta résidence principale, etc. Soit tu vas acheter de l'immobilier pour le louer et donc essayer d'avoir un yield, donc un rendement, une rentabilité sur cet investissement-là. Ok. Donc il y a, du coup, c'est deux cas très spécifiques. Donc là, demain, si jamais, on va commencer pour vivre. Donc pour vivre, déjà, tu as deux solutions. Soit tu loues, c'est-à-dire que il y a un mec qui a acheté le bien et il te le loue, ou alors tu l'achètes toi-même. Ok. Donc on va dire que par exemple, tu as une maison qui est louée à 2K, du coup équivaut par exemple 500K. Ok. C'est à peu près les prix. Pardon. Donc qui est loué. Après, ça dépend aussi beaucoup de l'emplacement. Bon, généralement, c'est ça. On va faire une moyenne. Donc si jamais voilà, soit tu loues à 2K et donc le premier argument que la plupart des gens vont te dire pour justement acheter un bien au lieu de le louer, c'est que c'est de l'argent brûlé, c'est que c'est l'argent que tu vas jamais le retrouver. Alors ça c'est faux et je vais te le présenter tout de suite. Pourquoi? Tout simplement parce que si jamais tu veux l'acheter au lieu de louer, si tu loues c'est 2K par mois, si jamais tu veux l'acheter 500K, c'est à peu près 2K de mensualité entre guillemets, enfin voilà, si on prend un taux un taux d'intérêt, voilà. Et puis même si on prend aussi du murabaha, enfin je vais te présenter également avec un contrat murabaha vu qu'on est sur une chaîne spécialisée en finance islamique et donc on va pas aller chercher des prêts à intérêt mais plutôt du murabaha pour que ce soit vraiment cohérent. Donc là pour un murabaha, pour une maison à 500 000 euros, il te faudra 100K d'apport. Pourquoi? Parce qu'il te faut 20%. C'est 20% et puis même quand tu commences en banque à aller sur des montants voilà de 500, 700 000 euros, généralement, ils vont te demander de l'apport de 10 ou 20%. Donc, c'est ultra important d'avoir de l'apport. Et en fait, le problème, c'est que déjà là, 100K, tu bloques 100K pendant minimum 10 à 20 ans dans une maison. Et si tu comptes aussi ne pas rester dans ta maison pendant plus de 8 ans, dans une maison, dans une résidence principale pendant plus de 8 ans, statistiquement, t'es pas rentable en fait dans cet investissement, dans le fait d'acheter. Après, on va voir aussi la différence entre asset et liability, donc entre un actif et une dette, et tu vas vraiment comprendre la différence entre les deux. C'est essentiel de comprendre cette différence-là quand tu veux faire de l'immobilier, ok? Surtout pour une résidence principale. Et donc là, ce que je disais, c'est donc là déjà tu mets 100 000 euros sur la table. Donc ces 100 000 euros, il y a un coût d'opportunité. C'est le time value of money qu'on appelle en finance. Donc le time value of money de 8%, parce que cet argent-là, il pourrait être investi dans un indice boursier qui fait à peu près 8% par an. Tu peux regarder la moyenne sur 200 ans. Enfin, bref, tu peux regarder les moyennes et les études statistiques si tu veux. Mais enfin, bref, la moyenne du marché, c'est à peu près 8 à 10% par an. On reste conservateur, donc 8% à ce niveau-là. Et donc, au lieu, en fait, là, tu pourrais avoir un investissement littéralement qui te crache 8 000 euros tous les ans. Tous les ans, il crache 8 000 euros en moyenne, ok? Alors que si jamais tu le mets dans une maison, dans un appartement, dans de l'immobilier, le problème, c'est que cet argent-là, il est bloqué dedans et tu vas pas avoir les résultats tout de suite, surtout qu'en plus, c'est une charge de ton côté. Donc, c'est une liability. Il y a la différence comptable. Je te conseille le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Si jamais tu veux comprendre la différence entre un asset et un liability, entre un actif et une dette, parce que c'est ultra important à connaître avant de commencer l'investissement et même de commencer chaque projet financier dans ta vie. Ça va être ultra important de connaître la différence entre un actif et une dette dans un bilan comptable parce que c'est essentiel à connaître. Donc en fait, pour t'expliquer, bon, je vais le faire ici. Donc ici, tu auras l'actif, donc actif, et ici la dette. Et donc la dette, c'est quoi? C'est ce qui te coûte de l'argent. C'est ce qui te coûte de l'argent à maintenir, et un actif, c'est ce qui te donne de l'argent à garder, à maintenir. Okay, donc c'est ça la différence fondamentale qu'il y a entre un actif et une dette. Donc entre entre l'actif d'un bilan et le passif d'un bilan, ça va vraiment être le fait que est-ce que l'investissement que tu as fait, est-ce que la chose que tu as acheté
est-ce qu'elle te recrache de l'argent, est-ce qu'elle est rentable ou est-ce qu'elle te coûte de l'argent? Là, une résidence principale, elle te coûte de l'argent. Alors certes, l'argument c'est que quand tu achètes, enfin quand tu payes justement la banque ou peu importe la méthode de financement que tu as utilisée pour justement avoir cet actif, en fait, tu échanges cet argent-là contre de l'equity, contre des parts dans la maison, par exemple. Sauf que le gros problème à faire ça, c'est que il y a les intérêts ou alors il y a la marge bénéficiaire de la banque. Et donc, une marge bénéficiaire pour un contrat, enfin pour un bien à 500 000 euros, un contrat à 500 000 euros, c'est généralement 30% d'apport. Donc, ça fait à peu près non, j'ai pris 20% d'apport, donc 100 000 euros dans une maison. Ok, du coup, si on prend 30% d'apport, ça te fait à peu près 150 000 euros. Du coup, en fait, je vais le mettre ici, tu m'excuseras, 150 000 euros, donc 150K, que tu as payé. Et donc ça te prend combien de temps? Avec 2 000 euros par mois à investir, ça te prend 6 ans. Ça te prend littéralement 6 ans. C'est-à-dire que là, pendant 6 ans de détention de ta maison, tu n'as rien n'est à toi encore. Tu as juste payé la banque, tu as juste payé l'institution qui t'a permis de financer ce bien-là pendant 6 ans. Et donc pendant 6 ans, t'as rien construit, t'as juste payé des charges et t'as littéralement brûlé de l'argent. Sans compter les frais de notaire, sans compter les frais d'agence, sans compter les charges de copropriété, sans compter la taxe foncière, etc. Sans rien compter de tout ça, juste avec les frais du murabaha, t'as perdu 6 ans d'investissement. Alors que si jamais t'avais investi sur un indice boursier en 6 ans, je peux te garantir que les statistiques pourront faire leur travail. Et sur les 10 dernières années, ça fait à peu près 12% en moyenne. Là, sur du coup 6 ans, on peut s'imaginer faire aller entre 8 et 10%, ce qui est la moyenne. Bon, on prend vraiment une moyenne très basse. Tu ferais beaucoup plus d'argent en investissant dans ça. C'est financièrement, c'est une dette, c'est une liability, c'est pas un actif, ça va pas te générer de l'argent. Et la période où justement ça va être rentable d'investir en immobilier, ça va être, regarde, ça va être, il y a une étude en immobilier. Toi, je te montre un petit graphe. C'est une étude en immobilier. Attends, je te supprime ça, je vais te montrer. Donc c'est une étude qui a montré que l'investissement en immobilier était rentable à partir de 8 ans de détention du bien. Si jamais tu comptes rester dans un bien pendant 8 ans, c'est là où ça commence à être rentable. Donc je te montre. Il y a aussi une autre courbe. Je sais pas si je te montre cette courbe-là avant, mais non, ça c'est plus pour les taux d'intérêt, donc c'est pas très rentable. Voilà. Du coup, tu auras ce qui est rentable de louer. Et là, c'est la période de location. C'est-à-dire là, t'as loué. Du coup, c'est pas comme ça que. Attends. Hop. Du coup, là, t'as loué ton bien. En vert, ça va être ce que t'as loué. Donc, t'as loué ton bien 2 000 euros pendant la période. Donc, c'est linéaire, logique. Je sais pas pourquoi j'avais fait une courbe exponentielle, mais du coup, ton bien immobilier là, ça va être une courbe exponentielle qui va être comme ça, voilà. Et en fait, du coup, c'est plutôt ici. Bon, là, j'ai peut-être abusé au niveau du temps, mais de toute façon, je vais te dire le temps que ça prend. Ça prend à peu près 8,9 ans à peu près. Prend en gros 9 ans, quoi. 9 ans de détention, c'est-à-dire qu'il faut que tu restes 9 ans dans le même pied-à-terre pour que en fait toute cette partie-là, une fois que c'est rentable en fait, toute cette partie-là soit rentable. Parce que ici tu perds de l'argent, faut pas, faut arrêter de prendre ça, parce que là il y a les frais, etc. Et les frais du coup ça te suit. Et voilà, à partir d'ici, hop, peut-être à partir de là, hop, t'as fini de payer, tu commences vraiment à avoir des parts dans l'equity de la maison. Et du coup là, ça va être la valeur également du bien en rouge. Et c'est vraiment là où ça commence à être vraiment rentable pour toi d'investir dans une résidence principale. Et donc voilà, c'était une étude qui a prouvé ça, qu'en fait, tu comptes rester plus de 9 ans au même endroit, donc dans ta résidence principale. Achète, c'est rentable, ok. Si tu comptes rester plus de 9 ans, c'est rentable de faire ça plutôt que de louer, ok. Maintenant, en fait, la plupart des gens restent 4 ans en moyenne dans leur résidence principale et c'est pour ça que je te dis que c'est peut-être pas forcément une bonne décision. La moyenne des gens restent 4 ans dans leur bien immobilier en France, même un peu dans le monde plutôt. Tout simplement, en fait, ils achètent la bien et ils partent 4, 5 ans après. Ils clôturent le prêt, etc. Ils partent. Donc c'est pas rentable. En fait, ils perdent de l'argent à faire ça. Je sais pas si tu te rends compte. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, etc. Mais c'est vraiment ultra important, justement, de vraiment comprendre. En fait, si jamais tu veux comprendre, si jamais c'est rentable pour toi de prendre une résidence principale, de prendre une RP, faut juste que tu comprennes le bilan comptable, donc actif et passif, ok. Si jamais tu comprends l'actif passif, c'est-à-dire le passif, c'est ce qui te coûte de l'argent et l'actif, c'est ce qui te fait gagner de l'argent. Si jamais tu vois ta RP comme un actif, je suis désolé de te le dire, mais c'est faux. Ça va pas te donner d'argent, ça va pas te rémunérer si jamais tu restes moins de 10 ans, allez, dans ton bien immobilier, parce qu'on compte pas en compte les frais, etc. Donc, si jamais tu restes
moins de 10 ans dans ton bien immobilier, c'est un passif et tu payes justement la banque pour pouvoir ou l'institution, enfin bref, peu importe, pour pouvoir vivre dedans. Et du coup, c'est comme un loyer sauf que c'est moins rentable parce que tu as plus de frais. OK? Donc voilà pour vivre dedans. Donc j'espère que j'ai pu être clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Voilà, si tu as des questions, des choses que tu voulais que j'ai pas abordé, que tu voulais que j'aborde. Ok, donc top. Donc ensuite, il y a aussi pour louer. Donc louer, why not? C'est pour, franchement, louer, acheter pour louer, c'est une bonne décision. Après, bien sûr, il y a des problèmes. Enfin, il y a des c'est pas le meilleur investissement que tu aurais pu faire. Il y a un coût d'opportunité, bien sûr, mais c'est déjà mieux que d'investir dans une résidence principale entre guillemets. Ok, donc investir pour louer, pourquoi pas? Parce que en fait, en investissement, tu vas avoir un yield et en fait, il faut calculer ce yield. Là, l'erreur principale que je vois les débutants faire en location en immobilier, parce qu'en fait, ils se lancent dans un projet locatif sans avoir fait aucun calcul au niveau de leur rentabilité, etc. Sans avoir fait aucune optimisation également au niveau de l'achat, etc. Et donc, en fait, le problème, c'est que justement, ton yield, tu l'as pas calculé. Tu sais pas si jamais l'appartement, il va te cracher 3%, si jamais l'appartement, il va être en négatif, si jamais l'appartement, il va te cracher 8-10%. Mais généralement, un bon yield en France en moyenne, c'est à peu près 6% pour te donner la moyenne voilà, des yields au niveau de l'immobilier. Ça va être ça. Bon, c'est bien, mais tu vois, il y a un coût d'opportunité. Ton argent, il pourrait ne pas être bloqué dans un bien immobilier qui va perdre en valeur, qui va se dégrader, etc. Et il pourrait être investi dans une entreprise comme, voilà, en bourse, dans un indice boursier, etc. Donc ça, c'est un coût d'opportunité à faire ça. Donc, on revient toujours au même, voilà, à la même chose. Donc, le coût d'opportunité, le time value of money, c'est un excellent concept en finance. Si tu le connais pas, c'est essentiel à connaître avant que tu commences l'investissement. C'est essentiel. Donc, regarde ça. Ensuite, du coup, yield, du coup, le fait de louer, ça peut être intéressant si jamais tu fais tes calculs et que le yield est suffisamment intéressant, c'est-à-dire qu'il est allé à 8%. Si jamais tu as un yield à 8%, fonce. Fonce, c'est une très bonne opportunité immobilière. Et tu vas pas aller voir tous les 4 matins. 8% de yield, c'est quand même assez rare. C'est quand même tu vas pas en trouver beaucoup des opportunités comme ça, mais quand on en trouve, faut y aller, il faut foncer. Et aussi, il faut aussi remettre en perspective en fait l'immobilier. C'est très bien d'avoir par exemple, demain tu as un patrimoine de 3,5 millions. Si tu mets 500 000 euros en immobilier, c'est pas ça qui va faire la différence sur ton patrimoine, et c'est même une petite part qui va peut-être c'est à peu près un 15% justement qui va te permettre, en gros, si jamais tu comptes investir, voilà, 15% de ce que tu as dans un immobilier en cash et que tu vas pas passer par les banques, Murabaha, etc., qui vont te prendre énormément de frais d'agence, etc. Enfin, énormément de frais bancaires, des trucs, des machins, des frais de partout. De toute façon, tu connais les banques, c'est leur modèle économique. Pourquoi pas, en fait, why not, tu vois. Et si jamais en plus c'est un pied-à-terre que tu comptes y rester pendant les 10 prochaines années de ta vie, etc., il n'y a pas de souci à acheter. C'est même bien, même si tu comptes louer, ça peut être bien. Faut juste regarder le yield, bien sûr, et le coût d'opportunité que ça peut te faire. Mais si jamais t'as fait tes calculs et que c'est tout bon, fonce, en fait. L'immobilier, c'est pas forcément mauvais, mais le problème, c'est la manière dont la personne moyenne le fait en France. Alors j'ai pas envie de faire des généralités, mais faut voir après, faut regarder la réalité en face. Et ce que je t'ai montré là, c'est 90% des gens pensent qu'acheter leur résidence principale c'est de l'investissement, alors que ça l'est pas du tout. C'est une liability, c'est une dette que tu prends, c'est une dette que tu as. Surtout qu'en plus la maison dans laquelle tu es, elle perd, enfin ça dépend, hein, mais par exemple demain si jamais t'es dans une allée, ok, paf. T'as acheté une maison à 500 000 euros. Ok, 10 ans après, elle vaut 1 million. Trop bien, t'as fait un bon profit. Ok, toutes les maisons dans la même rue valent 1 million aussi. Ça veut dire que toi, t'as pas fait un vrai profit, une vraie plus-value, parce que demain, tu vas pas vendre cette maison pour aller dans un studio. Tu vas essayer de trouver la chose équivalente, sauf que toutes les maisons dans la rue, elles valent aussi 1 million. Ça veut dire que dans tous les cas, si jamais tu regardes en rapport avec l'inflation, au final, t'as pas gagné tant d'argent que ça. Alors que si jamais t'as un patrimoine liquide, c'est-à-dire sur des actions, etc., généralement, en fait, ton niveau de vie ne va pas être corrélé avec le bien que tu possèdes. Et donc, en fait, c'est aussi ça la différence entre un actif et une liability, c'est que généralement, quand t'as une dette, quand c'est dans le passif de ta vie, dans ton bilan comptable de ta vie à toi, en fait, quand c'est dans le passif, généralement, ça affecte ton niveau de vie et ça affecte ce que tu peux acheter et ça affecte également dans quoi tu vis, etc.
En fait, ça affecte ton niveau de vie. Je sais pas si tu comprends le concept. Enfin, je pense. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Mais du coup, quand c'est un actif, en fait, quand c'est dans la case actif, ça va pas affecter ton niveau de vie et au contraire, ça va permettre de le nourrir entre guillemets. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut adapter. Après, c'est des concepts qui sont pas forcément intuitifs et faciles à comprendre. Il faut regarder les données, il faut se faire violence et puis il faut quand même accepter la réalité des chiffres. Et je sais que c'est pas forcément facile. Mais voilà, du coup, yield. Et du coup, en fait, c'est pas mauvais de faire du locatif pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, ce que je disais initialement. C'est que le locatif, c'est très bien si jamais tu as des bonnes opportunités. Et si jamais tu as une bonne opportunité en locatif, fonce. Voilà. Mais voilà, si jamais, voilà, après, si jamais tu dois, par exemple, si jamais tu dois t'endetter pour le locatif et que c'est pas si intéressant que ça, ça va dépendre. En fait, ça va vraiment dépendre du projet que tu as. Si jamais tu veux que j'analyse ton projet et que je te dise si jamais c'est bien ou pas, c'est une bonne opportunité du point de vue financier, du point de vue d'investissement, n'hésite vraiment pas à prendre un appel. En fait, c'est le premier lien en description. Tu prends un appel complètement fait, hein, c'est un audit en fait de ta situation financière, ton profil de risque, et on fait des simulations pour voir un peu ce qui est possible avec ta situation. Donc si jamais tu as envie de qu'on aille plus en détail dans ta situation, n'hésite vraiment pas à prendre un petit appel. OK, tranquillement. Et donc voilà, si jamais tu as des opportunités en locatif, franchement prends-les, ça peut vraiment être game changer au niveau de la création de richesse aussi, ça peut vraiment être assez bien. Après bien sûr, ça sert à rien d'avoir de la richesse sur le papier. Je veux dire 1 million, en fait 1 million d'euros en liquide, en cash equivalent, c'est beaucoup plus intéressant que 1 million en immobilier et en actifs pas liquides. Donc il y a le concept également de liquidité qui va rentrer en compte et qui est extrêmement important à comprendre et à connaître quand voilà tu veux faire ce type d'opération là. Ok. Donc alors je sais plus ce que j'ai noté. Ok, c'est aussi l'immobilier, ça fluctue moins. Donc c'est un peu faux de dire que l'immobilier ça fluctue moins que par exemple d'autres classes d'actifs telles que la bourse, etc. C'est juste qu'en fait l'immobilier, tu fais pas expertiser ton bien tous les matins en fait. Alors que la bourse, littéralement, tu peux te connecter sur ton compte courtier tous les jours et tu vas avoir la fluctuation. Sauf qu'en fait, si jamais tu regardes un rate ou une SCPI côté, donc soit tu regardes un rate, donc attends, je vais te mettre, soit tu regardes un rate, donc la cotation en bourse d'un rate ou d'une SIIC. Donc c'est en gros une SCPI cotée en bourse, hein, une SIIC. En fait, tu vas voir la fluctuation du marché qui va faire comme ça, tu vois. Elle va bouger comme ça. Et donc, en fait, l'immobilier, et pourtant eux ils investissent uniquement dans l'immobilier, hein. Il n'y a pas d'actions ni rien, c'est 100% d'immobilier. Et tu vois la fluctuation du cours, tout simplement parce que tu vois en fait la différence. Et demain, si tu fais expertiser ton bien immobilier tous les jours, tous les matins, en fait tu vas voir que le bien il va fluctuer. Il va fluctuer en fonction du marché, etc. Et en fait c'est normal. La fluctuation, c'est ok dans un marché, et dans tous les marchés il y a de la fluctuation. Dans l'or il y a de la fluctuation, c'est juste que tu le vois pas parce que c'est un actif tangible. Et on en revient toujours à la même chose. Tu investis dans ce que tu comprends et c'est normal. C'est ok, et vaut mieux investir dans ce que tu comprends que dans ce que tu ne comprends pas. Parce que si jamais tu investis dans ce que tu ne comprends pas, c'est la meilleure manière de perdre de l'argent et d'aller sur des CFD, du copy trading, etc. Donc franchement, tu fais bien les choses d'investir dans uniquement ce que tu comprends. Le problème, c'est que on comprend que ce qui est tangible et que ce qu'on peut toucher. Donc l'immobilier, l'or, etc. C'est pour ça qu'il y a autant d'idées reçues en fait sur ces classes d'actifs là. C'est tout simplement parce que en fait tu peux littéralement l'or, en fait tu peux l'acheter, tu peux le toucher, etc. Tu peux le mettre dans ton coffre-fort que tu as acheté spécialement pour stocker ton or, etc. Et en fait c'est tangible. Et donc c'est aussi également pour cette raison-là que l'immobilier, que l'or, etc. ça va être des classes d'actifs qui vont susciter beaucoup plus d'intérêt pour le particulier, parce que c'est plus facile à comprendre qu'une action, comment elle est cotée, etc. Les marchés, les systèmes multilatéraux de négociation, etc. c'est beaucoup plus compliqué à comprendre. Par contre, c'est beaucoup plus rentable en fait sur le long terme, et quand tu le fais bien de la manière halal, et au final il y a aucune raison que ça marche pas finalement. Ok, donc voilà, j'ai un peu couvert ce que je voulais couvrir dans cette vidéo. Alors j'ai pas parlé des rates et des sociétés en investissement immobilier cotées en bourse ou de SCPI, etc. parce que dans tous les cas il y a pas mal de frais associés à ces dernières quand tu le fais de manière halal et quand tu le fais de manière islamique. Je vais te faire un petit réel, je pense, sur le sujet au niveau des frais sur les SCPI, parce que c'est quand même énorme en fait les frais qu'ils vont te prendre à ce niveau-là. Mais voilà, si jamais tu veux investir dans ces types d'investissements, il y aura aussi pas mal d'inconvénients. Par exemple, si jamais tu investis dans un rate, le problème c'est que ça va être
corrélé à 94% à la bourse. Donc, est-ce que tu veux vraiment avoir quelque chose qui va bouger exactement comme la bourse, pourtant faire moins de performance parce que c'est un sous-jacent qui va être moins performant par nature, en fait, intrinsèquement, parce qu'il y aura beaucoup plus de frais de maintien, de gestion, etc. Ou alors, est-ce que tu préfères avoir quelque chose qui va être beaucoup plus rentable parce que moins de frais, parce que moins de gestion. En fait, une action, il y a pas de, enfin, les frais en interne, c'est ce que l'entreprise va faire, ça va être sa rentabilité, son ROI, son ROE, mais son ROE, il va être complètement, en fait, c'est en interne que ça va se passer. Et donc, en fait, après toutes les charges qu'elle va avoir, elle va avoir son retour sur investissement. En bref, j'ai pas envie d'aller dans le détail au niveau des ratios financiers, mais voilà. Pour moi, c'est un coup d'opportunité que d'investir en rates plutôt que d'investir dans un indice boursier. Surtout quand tu connais les statistiques et les études qui ont été menées derrière et comment en fait tout ça marche. Ok. Donc voilà. Je sais pas si t'as des questions, n'hésite vraiment pas à les mettre en commentaire. Je pourrais y répondre. N'hésite vraiment pas à être bienveillant dans les commentaires aussi. Ça, c'est ce que je te demande. Voilà. Du coup, si jamais t'as des interrogations, etc., mets-les en commentaire. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Du coup, moi, je te dis à une prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.